Bonjour, Instant Lovecraft, le 30, spécial San Francisco, où Lovecraft n'est jamais venu, mais vous allez voir. Combien d'aubes tremblantes dans son nid mobile, trempées et traversées du vol des mouettes, découpant des anneaux blancs de tumulte bâtis si haut sur les eaux enchaînées de la baie de Liberté, pour abandonner nos yeux à sa courbe inviolée, aux apparitions des voiles qui le croisent, voici la page de signes qu'il nous faut écrire jusqu'à l'ascenseur qui nous libérera de nos jours. Et dans sa tête, et dans ta tête, des cinémas, des vues panoramiques où des multitudes se pressent dans les scènes clignotantes, jamais endormies, et se pressent encore de nouveau pour laisser à d'autres le même film. Et par-dessus le port, dressant ton argent comme si le soleil même t'escaladait, et tout mouvement aspiré dans tes haubans pour dire la liberté que tu nous gardes, et jaillissant des bouches même, des bouches du métro, des étages et des caves, quelle folie vient se prendre et se hâte à tes parapets, s'y penche pour un instant, vêtements secoués par le vent, ironiquement arrachés à la caravane bouche bée. Sous la ville comme en fuite dans les rues de midi, la dent enlevée du ciel acétylène, tout l'après-midi tourne les dériques de nuages sur l'Atlantique Nord, attrapés dans tes câbles. Et sombre comme le ciel des Juifs ta récompense, accolade que tu proposes et qu'un temps anonyme ne saurait t'accorder, vibrant sursis et pardon accordé. Oh, les harpes et autels d'une fureur consommée, comment l'œuvre humaine a pu dresser ce cœur de cordes, seuil terrible où s'avance le prophète, la prière du paria et les pleurs de l'amant, et contre la circulation en flux rapide qui t'écorche, langage que rien n'éclate, larmes immaculées du ciel, où se fraye ton chemin, un condensé de toujours, voici que nous voyons la nuit que tu tiens embrassée. Dans l'ombre des pires, j'attendais que ton ombre claire se détache des ténèbres et la ville ardente, toute de parcelles défaites, quand la neige submerge une époque de fer. Et sans sommeil comme la rivière que tu enjambes, la mer entière sous ta voûte comme un rêve de prairie, comme si ce balaiement si loin de nous, dessous, faisait de ta courbe un mythe offert aux dieux. C'est pas Lovecraft. C'est un poète qui s'appelle Art Crane. Art Crane a 10 ans de moins que Lovecraft. Il est né en 1899, mais il meurt, il se suicide en 1931. Pas beaucoup de points communs entre les deux hommes, sauf, bien si, justement, ce poème que je viens, non pas de traduire, je ne suis pas capable de traduire une telle poésie aussi complexe, aussi rigoureuse. Art Crane a mis 3 ans pour écrire ce très court livre de 7 poèmes paru en 1900. Justement, en 31, juste un petit peu avant sa mort, qui s'appelle The Bridge. Et The Bridge, c'est le pont de Brooklyn. Et tous les deux habitent Lovecraft à partir de 1924 jusqu'à début 1926. Art Crane, à peu près à partir de 1924, malgré beaucoup de voyages, alternant avec sa ville natale de Cleveland, dans l'Ohio. Et Lovecraft est fasciné par le Brooklyn Bridge. C'est même ça qui est étonnant. C'est-à-dire, à mesure que enfle ou que se précise son refus du moderne, sa haine de la ville contemporaine. C'est intéressant pour nous parce qu'elle s'inscrit là en creux dans tout son travail. Le Brooklyn Bridge échappera à cette malédiction. Dans toute sa correspondance de 1925, on a des dizaines d'exemples. Alors, 3 lignes, dire qu'est-ce que c'était le pont à cette heure-là, 1h du matin, quand il l'a traversé. Qu'est-ce que c'était le pont quand il l'a retraversé à pied à 5h du matin, en revenant d'une nuit blanche à marcher dans Manhattan. Qu'est-ce que c'était le bridge quand, justement, en pleine journée, dans ce vacarme et tout qui va mal, il descend du métro et s'inflige les 2 kilomètres à pied, mais pour traverser le Brooklyn Bridge. Et par contre, c'est pas lui qui écrit un livre qui s'appelle The Bridge, c'est Art Crane. Lovecraft et Art Crane se rencontrent dès 1924.
quand Lovecraft arrive à New York, Sonia, qui l'héberge, peut-être pour le socialiser, le convaincre qu'il n'est pas une espèce de type comme ça à l'écart de tous les autres, le pousse à rendre visite à ses amis de Cleveland, qui sont parmi ses meilleurs correspondants. Il y aura George Kirk, qui sera son voisin plus tard à Brooklyn, et il y a surtout Samuel Loveman, qui est aussi poète, mais qui est plus avancé dans le rapport aux lettres. Par exemple, il a entretenu une correspondance avec Ambrose Bierce, vous pensez, cette figure tutélaire, et c'est George Kirk qui va être le premier à éditer cette correspondance de Loveman et Bierce. Loveman est homosexuel et sera un des amis les plus proches de Lovecraft. Art Crane l'est aussi, est considéré aujourd'hui comme un des précurseurs d'une sorte de débauche de reconnaissance. Évidemment, dans ces années-là, on en est très loin encore. Et le séjour de Lovecraft avec Cleveland, quand il écrit à ses vieilles tantes, il y a des choses rigolotes. Par exemple, cette première soirée où il se retrouve avec eux tous, donc Loveman, Hart Crane, Kirk. Art Crane étant déjà un poète à l'époque publié en revue, se revendiquant du statut de poète, ce qui n'est pas le cas pour eux qui gribouillent dans leur coin ou publient dans des magazines populaires à bas prix. Lovecraft écrit une lettre enthousiaste à sa vieille tante de Providence en disant « Tu n'aurais pas reconnu ton grand-père, grandpa, tu n'aurais pas reconnu ton grandpa Theobald. J'étais en bras de chemise et n'avais même pas de bretelles. » Voilà le grand scandale de la vie Lovecraftienne. Quand Art Crane, il se rencontre à nouveau à New York, et ça a été, c'est pour ça que j'en parle, que je suis dedans complètement en ce moment. Là, à San Francisco, c'est pas question, c'est la troisième fois que je viens, pas question de venir sans aller passer un petit couple d'heures à City Lights, la grande librairie de Beat Generation, et tout de suite dans le rayon poésie, je voulais trouver du Art Crane. Et j'ai trouvé, c'est cher, $30, ils m'ont fait payer ça, les œuvres complètes de Art Crane, et ça c'est la révélation. Par exemple, donc il y a un premier recueil publié qui s'appelle White Buildings, bâtiments blancs. Est-ce qu'il faut rapprocher ça de quand Lovecraft arrive à Cleveland, et il fait 10 heures de train à l'époque pour remonter dans cette vieille Rust Belt, enfin je ne sais pas si c'est la Rust Belt, mais enfin en tout cas c'est déjà les lacs, les aciéries, la grande ceinture industrielle de l'Amérique, là où l'Amérique tire sa force économique. Et lui, Cleveland, c'est l'Amérique au toit plat. C'est l'Amérique qui s'est construite après la période coloniale, et il y a une espèce de refus de sa part impossible pour lui d'aller vivre à Cleveland, là où pourtant Sonia trouvera du travail. Et donc White Buildings, The Bridge. Et puis un autre point commun, c'est Art Crane réside souvent en Floride, à Key West, là où Lovecraft ira vivre lui aussi 2 fois 3 mois chez les Barlow, et son premier livre posthume, ce sera justement ce qu'il écrit sur Key West. Quand il se retrouve à New York. Donc il y a ces 3 petits recueils qui font à peine une 60aine de pages ensemble. On est comme chez Rimbaud. Et tout le reste, c'est la correspondance. Mais une correspondance, 7 ans, 1924, 1931, pas plus, c'est énorme. Comme Lovecraft, ces types écrivent au jour le jour. Bien sûr, ils téléphonent, bien sûr, ils télégraphient, mais la correspondance épistolaire, c'est ce continent de l'écriture quotidienne, mais de l'écriture dans une tension, dans une adresse, qui nous permet à nous d'essayer de comprendre aujourd'hui ce qui se joue dans ce genre d'adresse immédiate, ou ce genre d'adresse improvisation préparée, qui est notre écriture blog, notre écriture réseau, ou notre écriture YouTube, permettez-moi l'expression. Et ce qui est fascinant, donc dans ces où j'en ai bien pour mes $30, c'est comment dans cette correspondance de Art Crane, on retrouve tous les lieux de Lovecraft. On retrouve ce quartier de Brooklyn Heights où ils habitent tous les jours. On retrouve comment ils occupent leurs soirées. On retrouve cette espèce de rage aussi à se publier. Art Crane, lui, contrairement à Lovecraft, il y va. Il écrit à Malcolm Cowley, il écrit à Gertrude Stein. Après, les deux hommes n'ont pas grand-chose de plus en commun. Art Crane voyagera, il vient voir sa mère sur la côte ouest, ici à San Francisco.
il va voyager quelques mois, il va vivre à Paris, ensuite à Collioure, il y a des lettres, mais toujours, il revient à Cleveland, et Hart Crane est pris dans une dramaturgie familiale qui en fait une espèce de poète maudit à sa façon. Son père est un multimillionnaire qui a fait fortune dans le commerce du sucre, les grands champs de betteraves, je ne sais pas si c'est ça comme ça qu'ils exploitent autour de Cleveland, mais en tout cas, lui qui est le seul fils, en tout cas de ce mariage, va être pris en tenaille entre le divorce que son père impose à sa mère, laquelle va tomber dans une dépression dont elle ne se remettra pas, le père qui veut absolument que le gamin Hart travaille dans les sucreries, et en même temps, lui, à chaque fois qu'il n'y a plus de thunes, il revient, il reprend un boulot, et puis en même temps, il y a des articles dans la presse locale parce que ce petit mec soit gay, et puis en même temps qu'un fils de millionnaire refuse la jolie vie, mais s'embauche dans les usines de son père pour avoir le droit de faire sa poésie. Bon, il y a tout ça dans ses lettres, mais il y a toute cette correspondance entre les deux hommes, entre Hart Crane et Samuel Loveman, et tout d'un coup on a un autre versant de l'ami le plus proche de Lovecraft. Et pour ça aussi, tout d'un coup, il y a tout un autre relief qui vient sur ces lettres de New York, et par exemple, c'est frappant de voir, alors un soir par exemple, il se retrouve chez Loveman, et Hart Crane qui écrit là à sa mère, il dit avec un grand respect, tu te souviens de Sonia Green, évidemment, puisqu'elle est aussi dans ce monde comme ça du commerce, du luxe, du travail. Et elle dit, et son mari, ce type à la voix si haut perché. Et tout d'un coup, on voit ce Lovecraft qui bat des ailes, qui bat des bras comme des ailes, avec sa voix, il sait rire, et puis qui occupe la conversation sans cesse. Tout d'un coup, là encore, notre image de Lovecraft se fait sacrément plus précise. Et le truc, c'est que toute la nuit, il emmène Loveman marcher dans Manhattan, et il le ramène à 4 heures du matin. C'est Hart Crane. J'avais voulu lire donc l'image intérieure que j'ai de ce livre qui s'appelle The Bridge, dédié au pont de Brooklyn. Et pour moi, le pincement qui faisait... Alors il y a plusieurs choses après. Par exemple, oui, à City Lights, la librairie historique, une des plus belles des States, on trouve cette magnifique édition reliée à toilet, rabat de Hart Crane. Il fait partie du panthéon littéraire. Est-ce que vous croyez qu'à City Lights, on trouverait une seule fois dans les rayons, même les bas-fonds de la fantasy, le nom de Lovecraft? Non. Ce type a joué la poésie, ce qui était aussi le cas de Lovecraft, avec son grand poème Fungi qui développe toute sa vie, mais il l'a joué dans l'institution littéraire, avec les Gertrude Stein, Malcolm Coley et d'autres. Et tant pis pour la bande qu'on écrase du coude. Puis en plus, bon, c'est quelqu'un qui a des voitures, qui a du fric, etc., qui a des problèmes d'alcool aussi. Il y a tout le folklore. N'empêche qu'il a rejoint le panthéon de la littérature et pas Lovecraft. En même temps, dans une lettre qui m'a beaucoup touché de Hart Crane, c'est un moment, donc c'est juste après l'apparition de The Bridge, une de ses dernières lettres. Il dit je ne peux écrire de la poésie que brève et rarement, parce que ce que je privilégie dans la poésie, c'est la sensation. Et la sensation, forcément, est rare. Elle s'écrit lentement. 3 ans pour arriver à ce petit poème de 30 pages sur le pont de Brooklyn, mais qui est une marque historique. Ça vaut aussi. Et juste après, il dit ce serait différent si j'écrivais de la prose, ce qui sera le cas bientôt. Et là, il y a quelque chose qui rejoint profondément Lovecraft. On accepte le récit, on accepte le séculier, on accepte la mine. Et on y va dans la narration. On décroche une autre dimension. Et ce passage comme ça, de la poésie à la prose, on le trouve chez Malcolm Lowry, on le trouve chez Thomas Bernhardt, plein d'autres. Et ce jeu, Lovecraft, évidemment, l'a accepté. Pour moi, l'œuvre de Lovecraft, et en particulier, pourquoi ? De 1931, date de la mort de Hart Crane, à 1937, lui, il a au moins un sursis, et ce sursis, à nouveau, waouh,
l'immensité des textes qu'on connaît. Mais il n'est pas au Panthéon, il n'a pas la reconnaissance symbolique. À nous de faire le job. On est en route pour ça. Ouais, petit pincement à ça. Chercher, vous savez, je travaille beaucoup avec les archives du New York Times. Elles sont numérisées, disponibles, par accès payant, mais c'est normal, depuis 1854. On n'a pas ces outils-là en France. Pour toutes ces années, 1924, 25, 26, etc., on dispose aussi, je lis beaucoup le supplément littéraire du Times. C'est passionnant de voir comme ça ces jeux de symboles, de reconnaissance. Et bien, le point commun entre Hart Crane et Howard Phillips Lovecraft, c'est que la première fois qu'ils sont l'un et l'autre cités dans le monde, c'est la nécrologie. Car il faut qu'ils meurent pour qu'on s'intéresse à eux. Et chaque fois, en même temps, ces deux nécrologies, même ultra brèves, elles ont un petit point commun. C'est-à-dire, on en parle comme si, bien sûr, on savait leur existence. Lovecraft, écrivain inconnu de Providence par ses récits fantastiques. Hart Crane, le célèbre poète, auteur de The Bridge. Mais simplement, on attend qu'il soit crevé pour en parler. Hart Crane, Howard Phillips Lovecraft. Un petit extrait de The Bridge. Et c'est pas que ce soit quelqu'un qui est forcément compté beaucoup pour Lovecraft, si, parce que dans la petite bande des Loveman, de George Kirk, Morton, dans la bande de Cleveland, qui est ce premier cercle, Hart Crane est celui qui, en jouant des coudes, s'est frayé le chemin pour sa reconnaissance officielle de poète. Je n'ai pas parlé de son suicide, excusez-moi. Sa toute dernière lettre, c'est très banal, il envoie son adresse poste-restante. Oh, excusez-moi. Il envoie à une correspondante un petit billet de 3 lignes en lui donnant son adresse postale. Box 604, boîte postale 604, Chagrin Falls, Ohio. Chagrin Falls, c'est une ville qui existe, une ville américaine probablement assez banale, mais c'est chute du chagrin. Et voilà comment il est mort. Il a fait plusieurs fois le voyage de Cuba. En revenant de Cuba par paquebot, évidemment, Cuba-New York, quelle est l'entourloupe? On a l'impression, une nuit il est tabassé par 2 marins. A priori, le seul truc, c'est qu'un marin aurait refusé les avances de Hart Crane, qui vivait ouvertement son homosexualité. On a plutôt l'impression que les 2 types l'ont fait tomber dans un traquenard et qu'il s'agissait, le fils de l'industriel, de le rançonner sous prétexte d'avance dont l'un aurait été faussement témoin. C'est pas plus que ça. On ne va pas faire du sous-querelle de Jean Genet. Qu'est-ce que c'est beau, querelle de Brest, de Jean Genet. Hart Crane, donc, le lendemain, à midi, sous les yeux des autres voyageurs du paquebot, est à la poupe et se jette dans l'eau. Chagrin Falls. Cet homme meurt en se jetant à la mer depuis l'arrière d'un paquebot à 32 ans. Qu'est-ce qu'il nous reste? The Bridge, un poème dédié au pont de Brooklyn. Et là, impossible pour moi de les séparer, tous ces types. Et Samuel Loveman qui est entière. Salut, à bientôt, le prochain sera plus court, je promets.